Lorsque j'ai allumé mon téléphone ce matin pluvieux de novembre à Paris, mon cœur s'est arrêté net. Les messages tendres et intimes que j'échangeais depuis des mois avec Lucas, mon petit ami, étaient étalés sur tous les groupes du campus et même sur les réseaux sociaux, accompagnés de commentaires haineux et de moqueries. Alexandre et son petit copain secret, titraient un post viral. En quelques heures, ma vie d'étudiant en littérature à la Sorbonne avait basculé dans le cauchemar. Je m'appelais Alexandre Moreau, 21 ans, et jusqu'à ce jour, j'avais réussi à garder mon secret le plus précieux loin des regards curieux de ma famille traditionnelle de Lyon et de mes amis. Lucas, avec ses yeux verts et son sourire rassurant, était mon ancre dans ce monde. Mais maintenant, tout était exposé. Qui avait fait ça? Et pourquoi? Le choc initial laissa place à une peur viscérale qui me tordait l'estomac tandis que les notifications continuaient d'affluer. Dans l'amphithéâtre bondé du bâtiment C, l'air était chargé d'une tension palpable. Je me suis assis au fond, la tête basse, espérant que personne ne me remarquerait. Mais quand le professeur a allumé le projecteur pour son cours sur Balzac, l'écran s'est illuminé non pas de citations littéraires, mais de captures d'écran de nos conversations les plus privées. Tu me manques déjà, mon amour. Ce soir, chez toi. Lisait-on en gros. Des rires ont fusé, puis des chuchotements. C'est lui, Alexandre Moreau, a lancé quelqu'un au 3e rang. Je me suis senti nu, exposé, comme si mon âme avait été arrachée et jetée en pâture. Mes mains tremblaient sur le bureau. Lucas m'avait envoyé un message privé 5 minutes plus tôt, j'ai vu. Respire. On va gérer. Mais comment gérer l'impossible? À la fin du cours, j'ai couru vers la sortie, évitant les regards moqueurs et les commentaires à voix basse. Pierre, mon colocataire depuis le début de l'année, m'a rattrapé dans le couloir. Mec, c'est dingue. Qui a pu faire un truc pareil? Son ton était compatissant, mais quelque chose dans ses yeux m'a mis mal à l'aise. Je n'ai pas répondu. Je suis rentré chez moi à pied sous la pluie, le téléphone en mode avion pour échapper au déluge de messages. Ma mère a appelé depuis Lyon. Alex, qu'est-ce qui se passe? Ton père a vu des choses sur Internet, sa voix tremblait. J'ai raccroché, incapable de parler. Dans mon petit studio du quartier latin, je me suis effondré sur le lit. Lucas est arrivé 1 heure plus tard, trempé, les cheveux collés au front. Il m'a pris dans ses bras sans un mot. On va trouver qui a fait ça, Alexandre. Et on va se défendre. Ensemble. Ses paroles étaient douces, mais je sentais déjà le poids du monde s'abattre sur nous. La journée s'est étirée en une suite de cauchemars éveillés. Sur les réseaux, les hashtags Sorbonne Scandale et Alexandre Gay tournaient en boucle. Des amis d'enfance de Lyon m'ont contacté, choqués, déçus. Mon père, un homme rigide qui dirigeait une petite entreprise familiale, m'a envoyé un texto laconique, rentre à la maison ce week-end. On parle. Je savais ce que cela signifiait, des années de silence sur mon orientation, des mensonges pour protéger la paix familiale, tout s'effondrait. Lucas est resté avec moi toute la soirée, cuisinant un plat simple de pâtes au pesto que nous avons à peine touché. Nous avons parlé bas, analysant chaque possibilité. Était-ce un hacker? Un voleur de téléphone? Ou quelqu'un de proche? Pierre avait emprunté mon portable la veille pour une « urgence ». L'idée m'a traversé l'esprit, mais je l'ai repoussée. Pas lui, pas mon colocataire qui partageait mes cours et mes cafés du matin. La nuit est tombée sur Paris, et avec elle, une nouvelle vague d'angoisse. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, des cernes, des yeux rougis. Qui étais-je maintenant? L'étudiant brillant, le fils obéissant, ou simplement un jeune homme amoureux qui venait de perdre le droit à son intimité? Lucas m'a rejoint, posant sa main sur mon épaule. Tu n'es pas seul.
On va transformer ça en force. Ces mots ont allumé une petite étincelle en moi, mais le feu était encore loin. Demain, l'université reprendrait, et je devrais affronter les regards, les jugements, les questions. Le chemin vers la vérité commençait ici, dans ce studio étroit, entre peur et détermination naissante. Le lendemain matin, le campus était un champ de mines. Des étudiants que je connaissais à peine me saluaient d'un sourire gêné ou détournaient le regard. Dans le hall de la faculté, un groupe de filles a chuchoté en me voyant passer. J'ai serré les dents et continué vers la bibliothèque, où Lucas m'attendait. Nous avons passé l'après-midi à chercher des indices, captures d'écran, heures de publication, adresse IP approximative grâce à un ami informaticien. Rien de concret encore. Mais une chose était claire, celui qui avait fait ça voulait me détruire. Pourquoi? Par haine? Par jalousie? L'idée que cela puisse venir de l'intérieur de mon cercle rapproché me glaçait le sang. Pierre m'a envoyé un message dans l'après-midi, ça va? Si tu veux parler, j'ai hésité avant de répondre. Peut-être était-il sincère. Peut-être pas. En fin de journée, nous avons retrouvé Lucas dans un café discret près de la Seine. Il portait son manteau gris habituel, les cheveux encore humides de la pluie. J'ai parlé à ma sœur, elle est avocate en droit numérique. On peut porter plainte si on trouve le coupable. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient la même peur que moi. Nous avons marché le long du fleuve, main dans la main pour la première fois en public. Des passants nous ont regardés, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Chaque regard était une petite blessure. Pourtant, ce geste simple m'a donné de la force. Pour la première fois depuis le scandale, je me suis senti vivant, pas seulement survivant. La nuit est tombée, et avec elle, la résolution de ne pas me cacher plus longtemps. Le responsable paierait, d'une manière ou d'une autre. Le train pour Lyon roulait à travers la campagne française, emportant avec lui mes doutes et mes espoirs. Mon père m'attendait à la gare, le visage fermé, les mains enfoncées dans les poches de son blouson en cuir usé. « Monte », a-t-il dit simplement. Le trajet jusqu'à la maison familiale a été silencieux, chargé de non-dits accumulés depuis des années. Ma mère nous a accueillis avec un thé chaud et un regard inquiet. On a vu les messages, Alex. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Sa voix était douce, mais je sentais la déception sous la surface. Mon père a explosé dès que nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine. Un petit ami? À ton âge? Et en plus, tu l'exposes comme ça sur Internet. Tu penses à la famille? À l'entreprise? Ces mots m'ont frappé comme des gifles. J'ai essayé de répondre, de leur expliquer que l'amour n'était pas un choix, que Lucas n'était pas un caprice. Mais les larmes ont coulé malgré moi. La soirée a été longue. Ma sœur cadette, Marie, est rentrée de l'université locale et m'a serré dans ses bras sans un mot. Elle savait, depuis longtemps, et elle avait gardé le secret. Papa va finir par comprendre, m'a-t-elle chuchoté plus tard dans ma chambre d'adolescent. Mais je n'en étais pas sûr. Mon père est resté muet pendant le dîner, fixant son assiette. Le lendemain matin, il m'a emmené faire une promenade dans le jardin. Je ne comprends pas, Alexandre. On t'a élevé pour être un homme droit. Ces mots ont résonné en moi comme un écho de tous les préjugés que j'avais intériorisés. J'ai répondu calmement, être droit, c'est être honnête avec soi-même, papa. Lucas me rend meilleur. Il n'a pas répliqué, mais son silence était plus lourd que des cris. De retour à Paris le dimanche soir, Lucas m'attendait à la gare. Nous avons marché jusqu'à son appartement près du Marais, main dans la main cette fois sans hésitation. Ta famille va s'habituer, a-t-il dit. Mais je savais que le chemin serait long. À l'université le lundi, les rumeurs avaient pris de l'ampleur.
Un professeur m'a convoqué dans son bureau. Monsieur Moreau, votre vie privée ne regarde que vous, mais si cela perturbe vos études, j'ai assuré que tout irait bien. Pourtant, à la cantine, des regards pesants me suivaient. Pierre a tenté de me parler plusieurs fois, mais je l'évitais. Quelque chose clochait dans sa sollicitude trop insistante. Lucas et moi avons passé la soirée à analyser les faits. L'heure de publication des messages correspondait à un moment où j'avais laissé mon téléphone dans la salle commune. Pierre y était. Lucas a suggéré d'aller voir la police du campus, mais je voulais des preuves d'abord. La nuit, allongé contre lui, j'ai senti une nouvelle force naître. Ce scandale, aussi douloureux soit-il, m'obligeait à affronter qui j'étais vraiment. Plus de mensonges, plus de demi-vérités. Le lendemain, j'ai décidé de parler ouvertement à mes amis les plus proches. Certains ont compris, d'autres ont pris leur distance. Chaque perte était une petite mort, mais chaque soutien une victoire. La semaine s'est écoulée dans un tourbillon d'émotions. Ma mère m'a appelé tous les soirs, essayant de combler le fossé. Ton père lit des articles sur le sujet. Il progresse. J'ai ri tristement. Lucas m'a emmené au cinéma, puis dîné dans un petit bistrot où personne ne nous connaissait. Là, nous avons parlé d'avenir, finir nos études, voyager, peut-être vivre ensemble un jour. Ces rêves m'ont redonné espoir. Mais au fond de moi, la question du coupable restait brûlante. Pierre m'a invité à une soirée étudiante le vendredi. Pour te changer les idées, a-t-il dit. J'ai accepté, curieux. Peut-être que la vérité sortirait d'elle-même. La soirée chez Pierre a commencé comme une fête ordinaire, musique forte, bière fraîche, rire forcé. Lucas était à mes côtés, discret mais présent. Nous avons discuté avec des camarades de classe qui évitaient soigneusement le sujet des messages. Pierre, en maître de maison, semblait nerveux. Ses regards vers moi étaient trop insistants, ses questions trop précises sur Lucas. Vous êtes vraiment ensemble depuis longtemps, a-t-il demandé à un moment, le ton faussement léger. J'ai senti un malaise grandir. Plus tard, dans la cuisine, il m'a coincé seul. Écoute, Alexandre, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Si je peux aider, ses yeux évitaient les miens. J'ai décidé de tester, tu sais qui a pu faire ça. Il a pâli légèrement avant de rire. Aucune idée. Le lendemain, Lucas et moi avons reçu un mail anonyme, des captures d'écran supplémentaires, avec une menace voilée. Arrête de fouiner ou ça empire. La peur a laissé place à la colère. Nous avons engagé un ami hacker étudiant pour tracer l'origine. Les résultats sont tombés 2 jours plus tard, l'adresse IP correspondait à l'immeuble de Pierre. Le choc a été violent. Mon colocataire, celui avec qui je partageais des repas et des révisions, était le responsable. Pourquoi? Lucas a proposé une confrontation directe, mais j'ai voulu comprendre d'abord. J'ai fouillé discrètement dans ses affaires pendant son absence, un journal intime caché, des pages remplies de confessions sur une attirance refoulée pour un garçon du lycée, sur la peur du jugement de sa famille bourgeoise. Pierre était lui-même en lutte avec son identité. Le scandale n'était pas seulement de la méchanceté, c'était une projection de sa propre terreur. J'ai confronté Pierre un soir dans notre studio. Lucas attendait dehors pour me soutenir. C'était toi, ai-je dit calmement en posant les preuves sur la table. Il s'est effondré, larmes aux yeux. Je ne supportais pas de te voir heureux alors que moi je me déteste. J'ai hacké ton téléphone par jalousie. Je voulais que tu souffres comme moi. Ces aveux ont duré des heures. Il m'a parlé de son père homophobe, de ses nuits d'angoisse, de l'envie de détruire ce qu'il ne pouvait avoir. Je n'ai pas crié. J'ai écouté. Tu n'es pas seul non plus, Pierre.
Mais ce que tu as fait m'a presque brisé. Il a promis de tout effacer et de s'excuser publiquement. Mais le mal était fait. Lucas est entré, et ensemble nous avons décidé de ne pas porter plainte immédiatement. La vérité avait déjà commencé à guérir quelque chose en moi. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et de tristesse. Pierre a quitté le studio, laissant un vide. À l'université, les rumeurs se sont calmées quand il a posté un message vague sur le groupe « J'ai fait une erreur. Pardon à tous ». Mais le silence qui a suivi était éloquent. Ma famille, informée par mes soins, a réagi avec surprise. Mon père m'a appelé, « Si ce garçon t'aime vraiment, alors on verra ». C'était un début. Lucas et moi avons renforcé notre lien lors d'un week-end à la campagne, loin du bruit de Paris. Nous avons marché dans les vignes de Bourgogne, parlant d'avenir sans peur. Le scandale m'avait forcé à grandir, à choisir l'authenticité plutôt que la sécurité du placard. Pourtant, une ombre restait, Pierre ne parlait plus à personne. Son silence n'était pas seulement du remords, il semblait porter un poids plus lourd. J'ai décidé de lui écrire une lettre, pas pour pardonner tout de suite, mais pour lui tendre la main. La vérité nous libère tous, même quand elle fait mal. Il n'a pas répondu, mais j'ai senti que quelque chose avait changé en lui. Le printemps approchait, et avec lui, une nouvelle page pour nous tous. L'été parisien a apporté une chaleur douce qui contrastait avec les mois froids du scandale. Lucas et moi avions trouvé un petit appartement partagé près du canal Saint-Martin, loin des souvenirs du campus. Mes études reprenaient avec une nouvelle énergie, j'avais même choisi un mémoire sur l'identité dans la littérature gay du XXe siècle. Les professeurs me soutenaient discrètement. Ma mère venait nous rendre visite parfois, apportant des gâteaux lyonnais et des questions timides sur Lucas. Mon père restait distant, mais il avait arrêté les reproches. « Tant que tu es heureux », avait-il murmuré un soir au téléphone. C'était sa façon de dire qu'il essayait. Pierre, lui, avait disparu des radars. Il avait changé d'université, disait-on. Un soir, Lucas a reçu un message de lui, « Je suis en thérapie. Merci de ne pas m'avoir détruit. » Le silence qu'il avait choisi après la confrontation était devenu son bouclier. J'ai ressenti une pointe de pitié. Son acte avait failli nous briser, Lucas et moi, mais il nous avait aussi soudés. Nous avions traversé les regards dans la rue, les dîners familiaux tendus, les nuits d'insomnie où je doutais de tout. Chaque épreuve avait sculpté notre amour en quelque chose de plus solide. Un week-end, nous sommes partis à Marseille chez les parents de Lucas. Ils nous ont accueillis avec une chaleur inattendue. Sa mère m'a serré dans ses bras, bienvenue dans la famille. Là, au bord de la mer, j'ai compris que la famille n'était pas seulement celle du sang. C'était aussi celle que l'on choisissait. Nous avons marché sur la plage au coucher du soleil, mains enlacées, et Lucas m'a dit, « Tu as changé, Alexandre. Tu es plus fort. » Il avait raison. Le jeune homme timide qui cachait son téléphone avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui assumait son histoire. De retour à Paris, une exposition sur l'art queer au Centre Pompidou nous a inspirés. Nous y avons passé des heures, discutant de nos propres cicatrices. Pierre m'a contacté une dernière fois par mail, « Je ne parlerai plus jamais de ce qui s'est passé. Ni pour me défendre, ni pour attaquer. Le silence est ma façon de réparer. » Ces mots étaient simples, mais ils scellaient tout. Le responsable s'était tu pour de bon, non par peur, mais par prise de conscience. La vérité l'avait réduit au silence éternel, comme promis. Notre vie a repris son cours, rythmé par les cours, les cafés avec les amis qui étaient restés, et les projets communs. Lucas parlait de s'installer ensemble définitivement après le diplôme. J'ai accepté avec joie. Le scandale n'était plus une blessure ouverte,
c'était une cicatrice qui nous rappelait notre force. Un soir, sur le toit de notre immeuble, nous avons regardé les lumières de Paris scintiller. On a gagné, a murmuré Lucas. Oui, nous avions gagné. L'automne suivant a apporté de nouvelles couleurs aux arbres du Luxembourg. J'avais obtenu mon master avec mention, et Lucas travaillait déjà comme assistant éditorial dans une maison d'édition. Notre appartement était rempli de livres et de souvenirs de voyages courts en Bretagne ou en Provence. Ma famille venait nous voir régulièrement maintenant. Mon père avait même serré la main de Lucas lors de sa dernière visite. « Tu le rends heureux », avait-il dit simplement. C'était sa plus belle déclaration. Pierre restait une ombre lointaine. J'avais appris par un ami commun qu'il vivait à Toulouse, qu'il avait enfin accepté son orientation et commencé à militer discrètement pour des associations LGBT. Son silence n'était plus une punition, c'était une rédemption personnelle. Je ne le haïssais plus. Son acte m'avait obligé à grandir, à choisir l'amour au lieu de la peur. Lucas et moi en parlions parfois le soir, autour d'un verre de vin. Sans lui, peut-être que nous serions encore cachés, disait-il avec un sourire triste. Un jour, j'ai reçu une lettre de Pierre. Pas de mail, une vraie enveloppe. Alexandre, je ne cherche pas le pardon total. Je veux juste que tu saches que ta force m'a inspiré. Le silence que j'ai choisi ce jour-là était ma façon de te rendre ce que j'avais pris. Merci. J'ai pleuré en la lisant. Lucas m'a pris dans ses bras. Nous avons décidé de ne pas répondre immédiatement. Certaines vérités ont besoin de temps. Notre vie continuait, riche de petits bonheurs, un dîner avec des amis qui connaissaient toute l'histoire, un week-end à Rome où nous nous sommes fiancés discrètement sur le Ponte Vecchio. La bague était simple, en argent, symbole de notre résilience. La société française évoluait, mais les préjugés persistaient parfois dans les regards ou les commentaires. Nous les affrontions ensemble, plus unis que jamais. Aujourd'hui, 5 ans après le scandale, nous vivons à Lyon, près de ma famille qui nous a pleinement acceptés. Lucas dirige sa propre petite maison d'édition spécialisée en littérature queer. J'enseigne à l'université, partageant avec mes étudiants les leçons que la vie m'a apprises. Pierre nous a rendu visite une fois, lors d'un festival LGBT. Nous avons parlé longuement, sans rancune. Son silence avait été le prix de sa propre liberté. Notre histoire n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Elle a traversé le feu des jugements et en est sortie plus belle. Lucas et moi marchons toujours main dans la main dans les rues de notre ville, fiers de qui nous sommes. Le jeune étudiant effrayé est devenu un homme accompli, grâce à l'amour, aux épreuves et à cette vérité qui a tout changé. Les préjugés peuvent-ils survivre face à l'authenticité et l'amour sincère? Vrai ou faux?